Si tu es vraiment intelligente, traduis-moi ceci. Le millionnaire se moqua de la pauvre livreuse, puis se figea. Avant de commencer, dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous regardez. Et n'oubliez pas de noter l'histoire de 0 à 10 à la fin. Bonne lecture. Tu as mis le temps, dit Adam Whitmore, sans lever les yeux des papiers devant lui. Sauf votre respect, monsieur, il y avait 25 minutes de trajet entre le restaurant et ce bâtiment. Vu le trafic, la pluie et le fait que je sois venu à vélo, je suis arrivé à l'heure, répondit la livreuse, posant fermement le sac sur la table. Le silence qui suivit fut plus froid que la climatisation. Quelques cadres froncèrent les sourcils. L'un d'eux toussa, essayant de briser la tension, mais personne n'osa parler. Adam, le PDG, connu sous le nom de « cerveau de glace de Wall Street », leva finalement les yeux du contrat. Il la fixa avec les yeux froids de quelqu'un habitué à juger le monde à travers les chiffres et les graphiques. « Ce n'est pas une livraison de fast-food, dit-il, ouvrant le sac avec un soupir de dédain. Nous sommes en pleine réunion d'affaires cruciales. » La livreuse, vêtue d'un t-shirt jaune mouillé par la bruine et d'un sac à dos qui dégoulinait encore, croisa les bras. « Commander de la nourriture gastronomique ne veut pas dire qu'elle va tomber du ciel, dit-elle. Un assistant laissa échapper un rire nerveux. Quelqu'un lui donna un coup de pied sous la table. Adam fronça les sourcils. « Avez-vous une idée de l'importance de cette réunion ? » « Aucune idée, mais j'ai le sentiment que les riches aussi deviennent grincheux quand ils ont faim, » répondit-elle, tenant bon. Adam regarda la jeune femme un peu plus longtemps qu'il ne l'avait voulu. Elle n'était pas du genre à s'effacer devant l'autorité. Ses yeux étaient vifs et intrépides, bien que les cernes de fatigue sous ceux-ci, et ses mains calleuses, tenant toujours son casque, racontaient une autre histoire. Il prit un document relié. Ces pages étaient remplies de caractères techniques mandarins et de notes. « Tu parles beaucoup. Si tu es si intelligente, aide-nous. » « Traduis ça, » dit-il sarcastiquement, laissant tomber le paquet sur la table avec un bruit sourd. « Vas-y, essaie. » Tout le monde se tourna vers elle. Certains étaient curieux, d'autres clairement amusés. Elle cligna des yeux, prit une profonde inspiration, et au lieu de reculer, s'avança. « Puis-je jeter un coup d'œil ?» Adam poussa le document vers elle, toujours surpris qu'elle ose le regarder ainsi dans les yeux. Elle ouvrit la première page, lut en silence pendant quelques secondes. Les directeurs échangèrent des regards, cachant des sourires. L'un d'eux murmura, « Elle va abandonner dans 3 secondes », mais elle tourna la page 2. Puis la page 3. Elle pinça les lèvres, pointa du doigt une section. « Il y a une erreur ici », dit-elle sans lever les yeux. Ce caractère n'a pas sa place dans un contexte juridique. C'est un terme commercial. Et cette clause, elle dit que la partie A prend en charge les passifs de la partie B sans consentement formel. C'est insensé. La pièce se figea. « Pardon », murmura l'un des avocats. Elle tourna 2 autres pages comme si elle parcourait un menu avant de commander. « Ce contrat est un piège. Si vous le signez tel quel, Whitmore Enterprises prend en charge la dette d'une filiale chinoise. Une filiale qui est très endettée. » Adam se pencha en avant. « Vous lisez le mandarin ? » « Un peu mieux que mon italien, » répondit-elle simplement. La tension se brisa comme un verre se brisant sur du marbre. L'un des directeurs se leva rapidement, tirant le contrat pour vérifier ce qu'elle avait signalé. Un autre tapait déjà sur son ordinateur portable, faisant des recherches sur les entreprises mentionnées. Adam ne dit rien. Il la fixa simplement. Elle ferma le document et le fit glisser sur la table. La nourriture est toujours chaude. La sauce est emballée séparément des pâtes, comme vous l'avez demandé. « Comment vous appelez-vous » demanda Adam doucement. « April. April Johnson. Mais aujourd'hui, je ne suis que la livreuse, et j'ai livré ce que vous avez demandé. » Elle ramassa son sac à dos, fit demi-tour et sortit sans attendre de réponse. La porte se referma, et le silence s'installa de nouveau. Adam fixait toujours l'endroit vide sur la table. L'un des directeurs, toujours stupéfait, dit « Si elle a raison, elle vient de nous sauver. » Adam expira. C'était l'une des rares fois où il n'avait rien à dire. Puis, comme sortant d'une transe, il murmura «
renseignez-vous sur elle. Le réveil sonna à 5h20 du matin. C'était une sonnerie douce, à l'ancienne, le genre qui semblait respecter le sommeil de quelqu'un qui ne voulait pas vraiment se réveiller, mais qui faisait toujours son travail. April Johnson ouvrit lentement les yeux. Avant même de s'asseoir, elle tendit la main pour éteindre le réveil. Non pas parce qu'elle se sentait reposée, mais parce qu'elle était déjà réveillée depuis quelques minutes. Comme d'habitude, c'était toujours comme ça, son corps éveillé avant son esprit. Son esprit plein avant sa première tasse de café. Avec précaution, elle se leva du matelas dans le coin de la pièce, veillant à ne faire aucun bruit, et se dirigea vers le lit de sa mère. Allongée là, avec une vieille couverture remontée jusqu'au menton et respirant avec quelques difficultés, se trouvait Donna Johnson. Ses yeux étaient creux, sa peau pâle, et un tube à oxygène traversait son visage comme une ligne invisible entre le passé et le présent. « C'est bon, maman » murmura April, vérifiant l'oxygène et arrangeant l'oreiller. Le petit appartement de Crown Heights n'était pas exactement un foyer confortable, mais c'était le mieux qu'elle pouvait se permettre. Une chambre, un salon exigu, une cuisine où l'on pouvait à peine tenir à deux en même temps. La salle de bain avait une douche qui grinçait comme si elle se plaignait d'être utilisée. Même ainsi, pour April, c'était suffisant, du moins pour l'instant. Elle alla à la cuisine, chauffa de l'eau au micro-ondes et remua du café instantané dans une tasse fêlée. Elle s'assit à table, ouvrit son carnet recouvert de tissu et prit un stylo. En silence, elle commença à copier des phrases du livre de grammaire russe qu'elle avait emprunté à la bibliothèque publique. Yosh Donna, j'étudie à la maison. Elle le répéta doucement, presque comme une prière. Ces livres, tous provenant de librairies d'occasion ou de dons, étaient empilés dans le coin du salon. Dictionnaire, livres de grammaire, littérature classique, philosophie, manuels techniques. Tout un monde construit autour d'un esprit avide de connaissances. April avait étudié pendant 2 ans à l'Université Columbia, un programme de littérature axé sur la linguistique. Elle avait les meilleures notes de sa classe, des présentations bien reçues et même une place garantie dans un programme d'échange à Pékin. Mais ensuite, le diagnostic de sa mère est tombé, fibrose pulmonaire avancée. La bourse ne couvrait pas les médicaments, le loyer ou les soins médicaux. Alors, April a pris une décision que peu de gens pouvaient vraiment comprendre. Elle a abandonné ses études, a pris son CV et a commencé à travailler. D'abord serveuse, puis caissière dans une épicerie, maintenant livreuse pour une application. Elle avait 3 quarts de travail différents selon les jours. Elle commençait tôt, s'arrêtait pour s'occuper de sa mère le midi, et repartait jusqu'à tard le soir, mais elle n'arrêtait jamais d'étudier. Pendant les pauses entre les livraisons, elle regardait des vidéos de grammaire chinoise, notait des verbes italiens et lisait des articles universitaires sur la sémantique. Dans son sac à dos, les livres côtoyaient les récipients de nourriture. La bibliothèque publique de Brooklyn était son endroit préféré en ville. Non pas parce qu'elle était silencieuse, mais à cause de la promesse silencieuse que les livres faisaient à quiconque les ouvrait. Vous pouvez toujours y arriver. Ce jour-là, après avoir pris soin de sa mère, April est partie pour un autre quart de nuit. Elle était fatiguée, comme toujours, mais déterminée. La pluie fine battait sur les rues, et le vent semblait se moquer de son imperméable bon marché. En pédalant, elle ne pouvait s'empêcher de penser à ce qui s'était passé quelques heures auparavant. La scène de la salle de réunion, le regard du PDG, le contrat en mandarin, la façon dont tout le monde la regardait comme si elle avait sorti un lapin d'un chapeau. Elle ne le regrettait pas. Elle n'était pas désolée, mais elle ne se faisait aucune illusion. Elle savait que ce moment ne changerait pas sa vie. Pas dans ce monde. Pas parmi ces gens en costume. Il la verrait comme une bizarrerie, une distraction, une livreuse qui parle des langues. Rien de plus. Elle l'avait déjà vu. Une fille de sa classe de français avait dit un jour, « Tu devrais être humoriste. » Comment quelqu'un de ton quartier a-t-il appris 3 langues ? April avait ri à l'extérieur, mais à l'intérieur, elle avait enregistré le commentaire comme quelqu'un qui note un crime non résolu. Elle était invisible, et quand elle était vue, c'était avec surprise ou dédain. Elle arrêta cette pensée. Elle devait se concentrer. Elle était presque à un autre immeuble de luxe du centre-ville.
Elle vérifia le numéro de commande, monta au 22e étage avec le sac soigneusement tenu dans ses bras, et sonna. Une femme blonde répondit, distraite par son téléphone. « Vous êtes en retard, dit-elle, saisissant le sac sans regarder le visage d'April. « Bonsoir à vous aussi, répondit April, se retournant pour partir. Mais avant qu'elle n'atteigne l'ascenseur, elle entendit la voix. « Attendez, vous êtes cette fille de Whitmore ?» April se tourna lentement. « Ça dépend de ce que vous avez entendu. J'ai entendu dire que vous avez sauvé un contrat d'1 million de dollars en parlant chinois. » La femme laissa échapper un rire incrédule. « Sérieusement, vous n'êtes qu'une livreuse. »« Je le suis, et je parle chinois, français, italien et un peu de russe. » Waouh, quelqu'un ici perd son temps. April esquissa un petit sourire et entra dans l'ascenseur. Mais quand elle est descendue, elle a trouvé quelque chose d'inattendu. Un homme en costume bleu foncé, la veste mouillée par la bruine, appuyé contre le poteau à l'entrée de l'immeuble. Il tenait un parapluie cassé et avait l'expression de quelqu'un qui ne savait pas pourquoi il était là. Elle le reconnut immédiatement. « C'est du harcèlement ?» demanda-t-elle, s'essuyant le visage avec la manche de sa veste. Adam Whitmore. Le même homme qui l'avait une fois mis au défi de traduire le contrat. Le même qui était resté silencieux pendant qu'elle l'expliquait clause par clause. Et maintenant il était là, comme un personnage hors de propos. Ce n'est pas du harcèlement, c'est de la curiosité. De la curiosité ? Elle rit. Alors, maintenant je suis une sorte de livraison de connaissances surprise. Il fit un pas en avant. Il avait l'air perturbé. Vous êtes brillante, c'est tout. Et vous ne devriez pas rouler à vélo à 23 heures avec un sac à dos plein de yakisoba. Et vous ne devriez pas être debout sur un rebord comme dans un feuilleton. Elle passa devant lui et monta sur son vélo. Mais avant de pédaler, elle se retourna. Ne m'offrez pas de charité, Adam Whitmore. Je sais ce que ça donne quand un millionnaire essaie de compenser sa culpabilité par de la gentillesse. Je ne suis pas un projet. Il ne bougea pas, je n'offre pas de charité, dit-il. J'offre un défi. Elle haussa un sourcil. Quel genre de défi ? Vous le saurez bientôt. April secoua la tête incrédule et disparut dans les rues sombres. Adam resta là sur le trottoir, réalisant que pour la première fois depuis longtemps, il avait rencontré quelqu'un qui le déstabilisait vraiment, et il aimait ça. Chez Whitmore Enterprises, le temps se mesurait en contrats, fusions et réunions chronométrées avec une précision militaire. Ses assistants savaient qu'il ne fallait pas frapper 2 fois, savaient que chaque seconde perdue pouvait signifier des millions, et que montrer de l'émotion était pratiquement une violation du règlement intérieur. Rire. Adam ne riait pas. Tout au plus, il émettait un son grave dans sa gorge quand quelque chose lui semblait vaguement ironique. Même ça, c'était rare. Le lendemain matin de la rencontre avec April, il se présenta au bureau plus tôt que d'habitude. Il portait un costume noir impeccable comme toujours, et ses pas résonnaient sur le sol de marbre comme un métronome. Logan, son assistant personnel, un jeune homme efficace et tendu qui semblait alimenté par la caféine et les feuilles de calcul Excel, attendait près de l'ascenseur privé, tenant un dossier. « Bonjour, Monsieur Whitmore, le groupe Osian a appelé 4 fois depuis hier. Ils veulent une réponse concernant le contrat de fusion avec la succursale de Pékin. Ils continuent de faire pression même après l'intervention. » Adam haussa un sourcil. « Oui, monsieur. Il soupçonne une sorte d'ingérence extérieure. Il demande le nom du consultant chinois qui a trouvé l'erreur. » Adam retint l'ascenseur et regarda Logan attentivement. « Et nous avons son nom ? » April Johnson, 25 ans, vit à Crown Heights, ancienne étudiante de Columbia, a abandonné en 2020. Travaille pour 3 applications de livraison différentes. Pas de casier judiciaire, pas de plainte, pas de dette enregistrée. Adam ne répondit pas. Il appuya simplement sur le bouton et laissa les portes se refermer. L'ascenseur monta en silence, mais l'esprit d'Adam était en pleine effervescence. Il y avait quelque chose chez April qu'il ne pouvait pas classer. Ce n'était pas seulement ses compétences linguistiques absurdes ou la réplique cinglante qu'elle avait lancée devant le conseil. C'était son sang-froid, son audace équilibrée par la dignité, ce sentiment troublant que pour la première fois,
quelqu'un avait perturbé la logique mathématique de son monde en n'utilisant que des mots. Cette fille, elle l'avait désarmé, et il détestait se sentir désarmé. Mais quelque chose chez elle l'attirait, comme un problème complexe qu'il ne pouvait laisser irrésolu. Sauf qu'April Johnson n'était pas un problème. Elle était une variable imprévisible. À l'heure du déjeuner, Adam annula 2 réunions et quitta le bâtiment sans prévenir personne. Son chauffeur l'attendait comme d'habitude, lui tenant la porte ouverte. Crown Heights, dit-il sans regarder son assistant. La voiture glissa dans les rues mouillées de Manhattan jusqu'à Brooklyn, à travers des avenues animées, des ponts suspendus et des ruelles humides, s'arrêtant finalement devant une laverie à façade défraîchie. À proximité, il y avait un vieil immeuble en briques rouges dont les fenêtres ressemblaient à des dents tordues. Adam leva les yeux et vit une silhouette mince nettoyer la fenêtre avec un chiffon bleu. C'était elle. « Attendez dans la voiture », dit-il au chauffeur, sortant. Il monta les escaliers du vieil immeuble et frappa à la porte du 3e étage. Rien. Il frappa à nouveau. La porte s'ouvrit. April se tenait là, les cheveux en chignon désordonnés, vêtu d'un vieux t-shirt gris Star Wars et tenant un bol de soupe. La surprise sur son visage dura moins de 3 secondes. « Qu'est-ce que c'est ? Une mission secrète de l'ONU ? » « Je suis venu parler, » dit Adam, sans avoir l'air très sûr. « D'accord. Vous, un PDG milliardaire, vous vous présentez au hasard à l'appartement délabré d'une livreuse. Qu'est-ce que c'est ? Une nouvelle œuvre de Banksy ? Je ne fais pas ça d'habitude. Tant mieux, la presse n'aimerait pas ça. Vous êtes toujours aussi vive ? Seulement avec les gens qui se présentent sans y être invités. Silence. Elle ouvrit un peu plus la porte. Entrez avant que les voisins ne pensent que je négocie des actions dans le couloir. Adam entra. La pièce était petite mais rangée. Il y avait des livres partout, certains empilés, d'autres ouverts avec des marque-pages, un canapé avec un plaid délavé, une plante presque morte posée sur l'étagère, et l'odeur de soupe. Une vraie soupe, faite avec du temps et de la nécessité. Je pensais que vous viviez seul, dit-il quand il vit la photo sur le mur. April, encore adolescente à côté d'une femme souriante. Ma mère, elle se repose dans la chambre, dit April plus doucement. Nous essayons de maintenir les apparences autant que possible. Adam s'assit au bord du canapé, l'air aussi déplacé qu'un PDG lâché dans une émission de télé-réalité. Vous êtes différente. C'est ce que les gens disent quand ils ne savent pas où me placer. Je suis venu parce que vous m'avez déstabilisé, et ça n'arrive presque jamais. April croisa les bras. Attendez, c'est une sorte d'excuse ? Pas exactement. Alors, qu'est-ce que c'est ? Une proposition ? Elle rit. Un rire sincère, presque musical. Vous voulez m'embaucher ? Non. Alors, vous voulez me transformer en une sorte d'histoire inspirante pour un article de Forbes ? Non plus. Elle s'approcha un peu plus, plissant les yeux. Alors, expliquez-moi, Adam. Que voulez-vous de moi ? Il marqua une pause, puis répondit, je veux comprendre comment quelqu'un avec votre esprit choisit d'être invisible. Cela prit April au dépourvu. Elle se mordit la lèvre, détourna le regard, puis répondit avec un calme plus aigu qu'un cri. Parce que la société a déjà décidé que les gens comme moi sont faits pour rester en coulisses. Mais savoir cela ne signifie pas que je l'accepte. Adam la regarda pour la première fois sans arrogance, sans le masque. Et vous l'acceptez ? Je survis. J'étudie et j'attends. Silence. Attendre quoi ? Une chance, ou une ouverture, ou une faute de frappe dans le destin ? Adam sourit. Un petit sourire timide, mais réel. Je pourrais être cette faute de frappe. Elle fit un pas en avant. Peut-être que oui. Il se leva. Puis-je vous inviter à une réunion ? Une vraie. Juste vous et moi. Café, un contrat, une conversation. April réfléchit quelques secondes. Vous pouvez, mais à une condition. Laquelle ? Vous devez prendre le métro seul et vous perdre au moins une fois. Adam fronça les sourcils. Pourquoi ? Parce que c'est le seul moyen de comprendre ce que c'est de vivre dans le monde réel.
Il hésita, puis hocha la tête. D'accord. April tendit la main. Ce sera amusant de vous voir essayer d'utiliser une carte de métro. Il lui serra la main et pour la première fois depuis de nombreuses années, Adam Whitmore rit. Pas un rire poli, pas de petite conversation, un vrai rire. Adam Whitmore arriva à la station de métro à 8h du matin, heure de pointe à New York, vêtu d'un costume italien sombre sur mesure et tenant un ticket à usage unique comme s'il s'agissait d'un artefact ancien. Il regarda autour de lui comme s'il avait été lâché dans une expérience sociale. Il tenta de passer le tourniquet avec la carte dans le mauvais sens. Première tentative, rien. Deuxième, toujours rien. À la troisième tentative, une femme impatiente derrière lui dit « Retournez la carte, Wall Street ». Il la retourna. Ça fonctionna. 30 minutes plus tard, Adam montait les marches de la bibliothèque publique de Brooklyn où il avait programmé la réunion informelle avec April. Elle l'attendait sur les marches, carnet sur les genoux et une tasse de café à la main. Elle portait un jean usé, un sweat à capuche délavé, et ses cheveux étaient attachés avec un crayon. Quand elle le vit, elle sourit avec sa bouche mais le taquina avec ses yeux. « Vous transpirez. Vous vous êtes fait voler ou vous avez juste pris le mauvais train ? » J'ai failli me faire avaler par un joueur de saxophone dans la voiture, dit Adam, ajustant sa cravate avec une fierté blessée. Mais je pense que j'ai survécu. Félicitations. Elle se leva. Première leçon de la journée. Le monde réel a de la chaleur, du bruit et des gens grincheux. S'en sortir, c'est un MBA gratuit. Ils entrèrent dans la bibliothèque et choisirent une table au fond entre de hautes étagères et une prise murale qui ne fonctionnait que si l'on bougeait le cordon correctement. Adam ouvrit un dossier. J'ai examiné quelques informations sur vous. Ça sonne déjà bizarre, l'interrompit April, buvant un peu plus de café. Je veux dire, votre dossier universitaire, vos présentations à Columbia, votre travail de traduction. Vous êtes brillante, April. Elle le regarda sérieusement. Être brillante ne paie pas le loyer, ni les médicaments, ni la nourriture. Je sais. C'est pourquoi je suis ici pour offrir plus que du café et des compliments. Elle l'étudia attentivement. J'écoute. Adam prit une inspiration. Je veux créer un département de linguistique appliquée chez Whitmore Enterprises. Une unité d'innovation culturelle. L'idée est de préparer des documents, des contrats et des projets internationaux avec des professionnels formés au contexte multilingue. Vous seriez la responsable. April cligna des yeux. 3 secondes de silence. C'est réel ? Complètement. Avec un salaire compétitif, un bureau, des ressources d'équipe, une liberté créative. Elle regarda le plafond, puis la table, puis de nouveau lui. Vous essayez d'acheter ma conscience ? J'essaie d'investir dans votre talent. April ne répondit pas tout de suite. Elle prit son carnet, griffonna quelque chose dans la marge et soupira. Je ne sais pas si je veux retourner au dernier étage. Pas après avoir vu comment ils traitent les gens d'en bas. Vous n'y retourneriez pas en tant que livreuse. Vous y iriez en tant que fondatrice, directrice, leader. Même ainsi, ils me regarderont bizarrement. Et que faites-vous d'habitude quand les gens vous regardent comme ça ? Je cours avec le vent et je les laisse dans la poussière. Adam sourit. Vous acceptez ? Pas encore. J'y penserai. Je dois en parler avec ma mère, mes livres et mon intuition. Ils ont leur mot à dire. Faire un œuf. Ils se levèrent ensemble. Avant de partir, Adam hésita. Ça vous dérangerait si je vous accompagnais pour une livraison ? Elle haussa les sourcils. Vous en cravate, montant des escaliers avec du yakisoba ? Je veux voir ce que vous voyez d'en bas. Elle croisa les bras, réfléchissant. D'accord, mais ne vous plaignez pas si l'ascenseur est en panne. Deal. Cet après-midi-là, Adam troqua son blazer contre un sweatshirt emprunté et une casquette ridiculement tordue. April faillit prendre une photo juste pour avoir une preuve. Vous savez faire du vélo ? Non. Alors, vous prenez le sac à dos. Le premier bâtiment était un complexe d'appartements à Williamsburg. 3 étages, pas d'ascenseur.
Le client est descendu en pyjama, a pris la nourriture sans dire merci, et est remonté sans un mot. C'est le niveau de base, dit April. Vous livrez, vous souriez, et on vous ignore. Entraînement terminé. À la deuxième adresse, une femme s'est plainte que le soda n'avait pas de glaçons. Je suis la livreuse, pas la faiseuse de nuages, répondit April avec un sarcasme poli. Adam était silencieusement amusé. C'était un autre monde. Mais c'est au troisième arrêt que tout a changé. Une femme âgée ouvrit la porte avec des mains tremblantes. L'appartement sentait l'encens et la menthe. Elle sourit en voyant April. Mon petit ange des langues. Madame Marabelle, c'est bon de vous voir. Voici votre poulet avec du riz. Vous savez, je ne commande ça que parce que vous l'apportez toujours avec un sourire. Les autres le déposent simplement à ma porte. Ne dites pas ça. Il y a beaucoup de bonnes personnes là-bas. La femme se tourna vers Adam. Et vous, son petit ami? Adam s'éclaircit la gorge. Non, un collègue. H.M. Trop bien habillé pour être un livreur. Mais j'aime vos yeux. Des yeux de quelqu'un qui a pleuré en secret. Adam n'eut pas de réponse. Merci, April. Vous améliorez toujours ma journée. Ils quittèrent le bâtiment en silence. April poussait son vélo lentement. Adam marchait à ses côtés. Elle vous appelle son ange des langues. C'est vrai, mais je ne le suis pas, vous améliorez la journée des gens, April. Même pour ceux qui ne le remarquent pas, je ne fais que livrer de la nourriture. Vous livrez plus que ça. Vous livrez des cadeaux. April le regarda du coin de l'œil. Vous êtes trop sentimental pour un PDG. Et vous êtes trop sentimental pour une rebelle. Elle rit. Alors, on est quitte. À la fin de la journée, Adam était épuisé. Ses épaules lui faisaient mal. Ses pieds picotaient, mais il ne voulait pas partir. Il sentait qu'il avait découvert un nouveau monde. Un monde où les chiffres n'expliquaient pas tout. Et April, cette fille invisible qui changeait les choses sans faire de bruit. Elle était le pont entre ces deux mondes. Le lendemain matin, April se présenta chez Whitmore Enterprises sans préavis. Elle portait un simple blazer, un jean et des baskets, les cheveux attachés avec un stylo comme toujours. Elle entra, passa la réception avec un badge temporaire et monta au 47e étage. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, tous les cadres la regardèrent comme s'ils voyaient un ovni. Elle se dirigea directement vers le bureau d'Adam. Il se leva, surpris. April, j'ai réfléchi à ce que vous avez dit. Et j'accepte, mais avec 3 conditions. Lesquelles? Un salaire équitable, une vraie autonomie et un bureau avec vue. Adam sourit. Vers l'est ou vers le coucher du soleil? Peu importe, tant qu'ils ne me remettent pas au sous-sol. Il lui tendit la main. Bienvenue au sommet. Elle la serra fermement. Seulement si c'est pour changer les règles du jeu, et à ce moment-là, sans que personne ne s'en rende compte, April cessa d'être invisible et devint discrètement la pièce la plus importante de ce plateau. Le premier jour d'April Johnson en tant que directrice de la nouvelle division de linguistique appliquée chez Whitmore Enterprises ressemblait à une comédie d'entreprise, le genre où personne ne sait vraiment qui est aux commandes, mais tout le monde fait semblant. À 8h45 du matin, elle était déjà assise dans son nouveau bureau avec vue sur l'East River. La chaise était trop moelleuse, le bureau trop grand. Le café, cependant, était aussi faible que partout ailleurs en ville. Elle portait un blazer noir d'occasion, des chaussures usées mais cirées, et un bracelet que sa mère avait fait avec des perles colorées. Sur le bureau, 3 stylos, un bloc-notes et une bouteille d'eau presque vide. Dans sa tête, un flot de pensées. À la porte, Logan apparut, l'assistant nerveux d'Adam, debout comme s'il avait avalé un code de conduite entier. Mademoiselle Johnson, bonjour. Voici votre emploi du temps. Vous avez une vidéoconférence avec le service des contrats à 10h et une réunion avec l'équipe technique à 11h30. Ils ont également suggéré que vous examiniez le dossier de la proposition d'importation MES, qui est censé arriver aujourd'hui pour négociation. Adam a demandé que vous surveilliez tout de près. April haussa un sourcil. MES import?
N'est-ce pas le conglomérat asiatique qui a essayé de vous tromper l'année dernière avec une clause cachée? Logan eut l'air surpris. Oui, exactement. Mais comment le saviez-vous? J'ai lu le rapport de leur dernière tentative. Il était mal classé. Je l'ai trouvé hier soir en fouillant sur Internet. Le dossier était aux ressources humaines. Probablement par accident ou sabotage. Qui sait? Logan la regarda comme s'il venait de rencontrer un panda parlant. Eh bien, bon à savoir. Elle esquissa un demi-sourire. Respire, Logan. Tu as toujours l'air d'être à 5 secondes d'exploser. Il fit un sourire nerveux et sortit. April retourna à l'écran. Elle ouvrit les fichiers entrants et commença à examiner les documents d'importation de MES. Ils étaient en mandarin simplifié avec quelques termes mélangés de cantonais commercial, clairement faits pour rendre la traduction automatique difficile, mais elle les lut comme quelqu'un qui apprécie un bon livre de recettes. Un peu après 11 heures, Adam apparut à la porte. Il portait un costume gris clair et une expression prudente. J'ai vu que vous aviez accédé au système des RH à 2 heures du matin. Oui, et avant que vous ne demandiez, ce n'était pas de l'espionnage. J'aime juste fouiller dans les tiroirs que personne ne nettoie. Et vous avez trouvé quelque chose? J'ai trouvé une clause cachée dans le nouveau contrat de MES. Si nous le signons, nous perdons le droit d'annuler unilatéralement en cas de fluctuation monétaire, ce qui nous lierait à eux pendant 5 ans, même si le dollar s'effondre. Adam fronça les sourcils. Cette clause n'était pas dans la version anglaise. Bien sûr que non. Ils l'ont écrite de manière à ce qu'elle n'apparaisse que dans la version combinée des caractères. C'est une tactique connue sous le nom de Louis Kangan, cacher des clauses par référence croisée. Très rare et très sournoise. Adam s'appuya contre le cadre de la porte, les bras croisés. Et vous avez trouvé ça toute seule? Avec un peu de café et la frustration persistante d'être traitée de simple livreuse. Silence. Adam l'étudia un instant, puis hocha la tête. Allez à la réunion à 15 heures. Apportez ça avec vous. Ne vous retenez pas, je pensais que c'était votre travail. Aujourd'hui, c'est le vôtre. À 15 heures précises, April entra dans la salle de réunion de Whitmore Towers avec une tablette à la main et une expression calme. Les cadres de MES étaient déjà assis. 3 hommes en costume coûteux, des sourires faux et des mallettes en cuir brillantes. Le traducteur officiel de la société était assis à leur côté, mais April ne le laissa pas commencer. Nous pouvons le faire en mandarin si cela vous convient. Les 3 se regardèrent. L'un d'eux marmonna. Nous ne nous attendions pas à cela. Personne ne s'attend à une tempête avant qu'elle ne frappe, répondit April. La présentation commença. L'équipe MES tenta de contourner la clause. Ils parlaient vite, utilisaient un jargon technique. L'un d'eux a même remplacé un caractère par un autre exprès, changeant le sens du paragraphe. April non seulement le remarqua, elle les arrêta. Excusez-moi, mais le terme ici n'est pas INI, alignement juridique. C'est INGI, conformité forcée. Cela change tout l'accord. Les hommes se turent, et cette clause, paragraphe 4.2.7, a été omise de la version anglaise. Elle fait référence à la perte du droit d'annuler si l'indice de référence des devises dépasse 7%. C'est grave. Adam, assis à l'arrière de la pièce, était resté silencieux depuis l'entrée d'April, et il n'avait pas besoin de parler. April dominait la pièce. Je propose une nouvelle version du contrat. Claire, bilingue, éthique, où nous pouvons mettre fin à cela maintenant. Les 3 dirigeants de MES échangèrent des regards. L'un ferma son dossier. Un autre dit simplement, nous reviendrons avec une proposition différente. Ils quittèrent la pièce visiblement frustrés. Le reste du conseil d'administration de Whitmore se tourna vers Adam comme s'il cherchait une confirmation que cela venait vraiment de se produire. Il se leva lentement, se dirigea vers April. Vous les avez fait taire avec une phrase et 2 paragraphes. J'ai juste lu ce qui était là sans peur et j'ai souligné ce que personne ne voulait voir. Il y a un nom pour ça, April, dit-il. On appelle ça l'invisibilité fonctionnelle. Nous voyons ce que les puissants ne voient pas parce que nous vivons à l'étage où tombent les miettes.
Adam ne répondit pas tout de suite, mais en quittant la pièce, il se retourna et dit, « Vous venez de sauver cette entreprise de perdre des dizaines de millions. Et vous me donnez un bonus pour ça? Non, je vous donne un plus grand défi. » Typique. Elle sourit. Lui aussi. Dans les jours qui suivirent, April devint un sujet de conversation brûlant dans les couloirs de l'entreprise. Certains l'appelaient un génie caché, d'autres la prodige de Brooklyn. Bien sûr, tout le monde n'était pas fan, surtout ceux qui perdaient de l'influence à cause d'elle. Mais April ne se souciait pas des étiquettes. Elle se souciait des résultats et de sa mère. Chaque soir, elle rentrait chez elle, réchauffait de la soupe, lisait à haute voix des livres à Donna et partageait avec un bon sens de l'humour les absurdités du monde de l'entreprise. Aujourd'hui, quelqu'un a demandé si j'étais autodidacte ou simplement pleine de moi, dit-elle un soir. Et qu'avez-vous dit, demanda sa mère, souriant avec ses yeux. Que j'étais les deux, fièrement. Donna rit, puis toussa un peu. April lui tint doucement la main. Un jour, maman, tu me verras enseigner le français sur scène. Et tu auras une ovation debout. April embrassa sa mère sur le front et sourit. Oui, ils diront que je suis trop dramatique. Mais c'est bon. Je suis née pour être sous les feux de la rampe. Le lendemain matin, en arrivant au bureau, elle trouva une note sur son bureau. Mission accomplie. Nouvelle mission vous attend. Salle de réunion 3B. Apportez votre sens de l'humour et votre meilleure langue. Signé, Adam. Elle leva les yeux au ciel, mais y alla. La salle de réunion 3B était le plus petit espace de Whitmore Enterprises. Techniquement, un espace de coworking tranquille avec 3 chaises inconfortables, un projecteur cassé et un mur taché que personne n'avait jamais pris la peine de repeindre. April entra s'attendant à un piège d'entreprise. Au lieu de cela, elle trouva Adam avec 2 cafés, un ordinateur portable ouvert et une carte de la ville étalée sur la table. « Bonjour », dit-il sans lever les yeux. « Bonjour. Il est 7h43 du matin. Ça devrait être illégal. Je pensais que les génies ne dormaient pas, ils ne dorment pas beaucoup, mais ils rêvent grand, rétorqua-t-elle en tirant une chaise. Adam désigna la carte. Le département des projets sociaux essaie de s'associer à des organisations à but non lucratif locales. Le problème est que la plupart des contrats sont mal rédigés, termes ambigus, erreurs juridiques et clauses qui créent des conflits. Et vous voulez que je corrige tout? Je veux que vous y alliez, que vous le voyiez par vous-même, que vous compreniez le langage qu'ils utilisent, littéralement et émotionnellement. April fixa la carte. Vous voulez me sortir de la climatisation et m'envoyer dans des quartiers sous-financés? Je veux vous faire descendre du piédestal sur lequel ils vous ont placé depuis le dernier grand contrat. Les génies doivent se souvenir d'où ils viennent. Elle esquissa un sourire en coin. Je n'ai jamais oublié. Vous, oui, monsieur le PDG avec chauffeur et café gastronomique. C'est pourquoi je viens aussi. Elle haussa un sourcil. Sérieusement, je prendrai le métro. Je suis une experte maintenant. Attention. Les pickpockets portent des costumes de nos jours. Leur premier arrêt, une organisation à but non lucratif appelée « Les mots qui sauvent », située dans un ancien bâtiment scolaire du Bronx. Elle desservait des enfants à risque et des réfugiés nouvellement arrivés. Pour beaucoup d'entre eux, l'anglais était leur 4e ou 5e langue. April entra comme si elle rentrait chez elle. Elle salua une vieille femme haïtienne en français, aida un enfant pakistanais à faire ses devoirs en ourdou, traduisit un message urgent pour une fille nigériane en pleurs qui ne comprenait pas où elle se trouvait. Adam l'observa en silence. Elle ne faisait pas de spectacle. Elle n'attendait pas d'éloge. Elle servait véritablement. En fin d'après-midi, ils étaient assis sur le trottoir, mangeant 2 empanadas farcies d'un chariot de rue. « Vous êtes remarquable », dit Adam sincèrement. « Je suis ce que le système n'attendait pas et ce que je n'avais pas prédit. » Elle essuya ses doigts avec une serviette en papier. « En tant que PDG, vous voyez des graphiques. Je vois des visages. Les chiffres mentent. Les gens non. » Adam resta silencieux un instant. « Pourquoi n'êtes-vous pas retourné à Columbia ?» Elle soupira. « Parce que ma mère est tombée malade. Parce que les bourses ne couvraient pas les médicaments.
parce que la facture d'électricité est arrivée avant la fin du semestre. Je pourrais payer vos études maintenant. Je n'ai pas besoin que vous payiez. J'ai besoin que vous répariez le système qui oblige les gens comme moi à choisir entre un diplôme et la dignité. Le lendemain, April fut convoquée à une réunion urgente avec le service juridique de l'entreprise. En arrivant, elle trouva 3 avocats, un contrat sur la table et un tas d'accusations sans fondement. Ils disent que vous avez violé la politique en représentant l'entreprise dans des environnements extérieurs sans autorisation formelle, dit l'avocat principal. Un homme à la moustache bien taillée et au regard froid. J'ai représenté la dignité, pas l'entreprise, répondit April. Cela pourrait entraîner des poursuites judiciaires. Elle croisa les bras. Vous savez ce qui coûte plus cher que les procès? Ignorer la réalité. Adam entra dans l'encadrement de la porte. Tout va bien ici? Apparemment non, répondit April. Ils essaient de me faire taire parce que je fais plus que ce que ma description de poste permet. Adam regarda les avocats. Vous êtes renvoyés maintenant. Ils partirent, visiblement mécontents. Adam s'approcha d'April. Ils n'ont aucune autorité pour vous intimider, et s'ils en avaient, ils viennent de la perdre. Elle le regarda dans les yeux. Vous allez vraiment soutenir ça? Je vais vous soutenir. Cette nuit-là, en rentrant chez elle, April trouva sa mère prise d'une quinte de toux. Le tube à oxygène s'était détaché. Elle appela les urgences, l'aida à se stabiliser, s'assit près du lit, les mains tremblantes. Je ne peux pas te perdre maintenant, maman, murmura-t-elle. Donna lui serra la main fermement. Tu voles, ma fille. Je veux juste voir où tu vas atterrir. 2 jours plus tard, Adam l'invita à un événement décontracté sur le toit de l'entreprise. April arriva méfiante, vêtue d'une veste en jean et d'un pantalon noir, et trouva un groupe de jeunes de différentes parties du monde, tous issus des ING qu'ils avaient visités. Sur un grand écran, le nouveau projet que l'entreprise avait lancé, Whitmore Voices, un programme de soutien, d'éducation et de traduction pour les réfugiés et les minorités linguistiques. April regarda Adam. C'est réel? C'est à vous. Je viens de le signer. Elle cligna des yeux, ravalant ses larmes. Et comment avez-vous fait passer ça aux actionnaires? En mentant un peu. Je l'ai appelé une initiative d'expansion culturelle stratégique. Mais en réalité, c'est le projet le plus sincère que j'ai jamais réalisé. April s'approcha. Vous changez. Vous m'avez changé. Elle sourit. Et vous avez fait la même chose pour moi. Il la regarda dans les yeux. Que pensez-vous d'aller plus loin? Plus loin que quoi? Plus loin que la salle de réunion. Plus loin que les rapports. Plus loin que vous êtes différente. April prit une profonde inspiration. Ça sonne dangereusement comme des sentiments. Et si c'est le cas? Elle se rapprocha, les yeux brillants. Alors, nous devrons négocier les termes et les clauses. Juste une. Honnêteté absolue. Ils sourirent et à ce moment-là, sans contrat signé, sans témoin, sans badge ni costume, ils firent le plus grand accord de leur vie. Un groupe de jeunes s'approcha timidement. « Êtes-vous la fille du projet ?» demanda une fille aux cheveux tressés colorés, environ 12 ans. April s'accroupit et sourit. « Je suis l'une d'entre elles, mais vous serez toutes les stars à partir de maintenant. » La fille sourit, tenant un flyer avec « Votre voix compte » en 5 langues. Vous parlez toutes ces langues? Je parle un peu, mais ce qui compte, c'est d'écouter. La fille fit un pouce levé. Vous êtes gentille, tout comme ma maîtresse en Éthiopie. April rit. C'est un honneur. J'espère qu'un jour je mériterai cette comparaison. L'enfant retourna vers le groupe. Adam à ses côtés l'observait avec une expression qu'il montrait rarement. Un calme authentique. Pas celui qui vient après un contrat signé, mais celui qui ne vient que lorsque l'on sait que l'on a fait la bonne chose. Je me demande, commença-t-il, tenant un thé glacé, comment quelque chose qui a commencé par un déjeuner sur le trottoir peut se transformer en un projet mondial. Ça commence avec du pain pita et ça se termine par du courage, dit April. Et un peu d'insomnie et de colère contre le système. Et beaucoup de fois, elle leva les yeux au ciel. La foi aussi,
Mais la fois avec action, il hocha la tête. Puis-je vous poser une question difficile? Vous avez déjà commencé. Croyez-vous en moi? Elle se tourna lentement pour le regarder. Non, pas encore. Adam sembla touché par ces mots, mais ne recula pas, c'est juste. Et que dois-je faire pour changer ça? Arrêtez de faire les choses pour le spectacle et commencez à les faire avec un but. Et vous connaîtrez la différence? April esquissa un petit sourire. Je le sais toujours. Plus tard, alors qu'ils retournaient au bâtiment de l'entreprise, ils restèrent tous deux coincés dans l'ascenseur à cause d'une panne électrique. Ils passèrent 37 minutes avec des alarmes, des appels d'urgence et un silence gênant. C'est nouveau, dit Adam. Coincé ici avec vous. Pas de réseau, pas de rapport, personne à sauver. Vous essayez toujours de sauver quelqu'un? J'ai toujours essayé de me sauver moi-même, pour être honnête. April s'appuya contre le mur de l'ascenseur, les bras croisés. Et ça marche? Je ne sais pas, mais aujourd'hui, je ne me reconnais pas autant qu'hier, et cela pourrait être un bon signe. Ou ça pourrait être une crise existentielle. Avez-vous déjà pensé à être une oratrice motivante? J'ai déjà pensé à être astronaute, si ça peut t'aider. Ils rirent tous les deux. L'ascenseur tressaillit légèrement. Adam s'approcha un peu. Vous savez, tout ce projet, cette mission, ce changement, ça n'aurait pas eu lieu sans vous. Je sais, et c'est exactement pourquoi je suis toujours là. Que voulez-vous dire? Parce que si je pars maintenant, je perds la chance de changer le sommet. Mais si je reste, je risque de devenir ce contre quoi je me suis battu si fort. Adam la regarda sérieusement. Je ne laisserai pas ça arriver. Elle détourna le regard. Vous ne pouvez pas promettre ça. Non, mais je peux me battre à vos côtés. L'ascenseur reprit vie avec une secousse et les lumières s'allumèrent. Les portes s'ouvrirent, mais les deux restèrent là un instant de plus que nécessaire. Le soir suivant, April retourna visiter l'ONG, Les mots qui sauvent. C'était la remise des diplômes pour un petit groupe de jeunes réfugiés qui avaient appris l'anglais et s'apprêtaient à entrer à l'école publique le semestre suivant. Elle fut appelée pour remettre les certificats. À la fin, l'une des étudiantes, une fille de 16 ans nommée Zara, lut une note écrite avec l'aide du traducteur bénévole. Quand je suis arrivée ici, je ne savais même pas dire bonjour. Maintenant, je veux devenir avocate parce que la dame qui parlait comme moi m'a fait croire que je pouvais. April tint le papier et pleura sans peur, sans honte. Donna, sa mère, regardait depuis le premier rang avec une bouteille d'oxygène à ses côtés et un regard de pure fierté. À la fin de l'événement, elles se serrèrent dans les bras. « Je t'ai vu briller, ma fille, » dit Donna. Ce n'était qu'une étincelle, mais même le soleil commence comme ça. Plus tard ce jour-là, de retour à la maison et en train de changer de vêtements, April reçut un message d'Adam. Demain, sur le toit, 8 heures du matin, face à l'est, apportez du courage. Elle se regarda dans le miroir. Pour la première fois depuis des mois, elle aimait ce qu'elle voyait. Non pas à cause des vêtements, non pas à cause des cheveux, mais à cause de la femme qui se tenait là. Entière. Elle sourit et répondit, « Je serai là. » Elle rit à elle-même. Elle savait que quelque chose d'important arrivait, mais elle n'avait aucune idée de ce qu'il allait dire ni de comment cela allait tout changer. Le ciel de New York virait à l'orange quand April arriva sur le toit de Whitmore Enterprises. Il faisait froid, mais agréable, le genre de matin qui semblait vouloir murmurer de bonnes nouvelles à quiconque voulait écouter. Elle portait un manteau beige noué à la taille et des bottes usées qui avaient survécu à plus de 96 km de vélo à travers la ville. Ses cheveux, attachés en chignon lâche avec un stylo bleu, bougeaient doucement dans la brise. Adam était déjà là. Il portait une chemise bleu clair, pas de cravate, inhabituelle pour lui. Il était seul, appuyé sur la balustrade en verre, observant la circulation en contrebas comme s'il essayait de décoder un langage caché. Sur une petite table ronde, 2 tasses, du thé au jasmin et un dossier marron avec le sceau de l'entreprise. April s'approcha lentement, prudente comme un chat errant près de nourriture fraîche. « Bonjour. J'espère que cette invitation surprise n'implique pas de saut à l'élastique d'entreprise. »« Pas cette fois, » sourit Adam, bien que j'ai envisagé d'engager un groupe de jazz juste pour les faits.
Elle s'assit. D'accord, vous avez gagné pour la mise en scène dramatique. Maintenant, écoutons. Adam fit glisser le dossier vers elle. Lisez-le. April l'ouvrit. À l'intérieur, un contrat de 2 pages, simple, sans petits caractères, sans piège juridique. Elle le lut en silence, les yeux parcourant chaque ligne avec la concentration d'une loupe. Puis elle leva les yeux. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Je n'ai jamais été aussi sérieux. C'est une offre pour devenir vice-présidente de l'innovation sociale de l'entreprise. Exactement. C'est insensé. Je suis d'accord. Je suis jeune. Je n'ai pas de diplôme. Je ne fais pas partie du cercle des entreprises. C'est exactement pourquoi je vous veux. Elle passa une main dans ses cheveux. Vice-présidente Adam, n'est-ce pas trop tôt? Vous pensez d'une manière que personne d'autre ici ne fait. Vous lisez là où les autres survolent. Vous traduisez ce que les autres négligent. Et le plus important, vous ressentez. Et vous apprenez aux autres à ressentir aussi. Ce n'est pas un titre. C'est un champ de mine. Et vous êtes la seule à pouvoir le traverser sans le faire exploser. April laissa échapper un rire sec. Et si tout tourne mal? Alors, ce sera de ma faute. Elle regarda la vue. Vous savez que cela ne va pas être bien accueilli, n'est-ce pas? Bien sûr, les actionnaires me traiteront de fou. Les cadres rouleront des yeux et la presse dira que je suis tombé amoureux d'une livreuse et que je lui ai donné un titre. Elle le regarda dans les yeux sérieusement. Et êtes-vous tombé amoureux de moi? Adam soutint son regard, réfléchit avant de répondre. J'apprends à admirer profondément. Quant à tomber, peut-être que je suis en route, mais si c'est le cas, je veux le faire bien. April détourna le regard. Cela change tout ou commence tout. Elle ferma le dossier. J'ai besoin de temps. Vous avez jusqu'à la fin de la semaine. C'est généreux. Je fais semblant d'être juste quand je veux avoir l'air humain. Et vous voulez avoir l'air humain avec moi. Je veux être humain avec vous. April sourit. Vous commencez à apprendre les bons mots. Mais vous avez toujours manqué le ton. Il rit. Et pour la première fois depuis longtemps, il sembla à l'aise. Cet après-midi-là, April rentra chez elle la tête pleine. Donna était dans le salon, regardant un feuilleton vénézuélien avec des sous-titres anglais autogénérés. Maman, commença April en retirant son manteau. Je vois que tu as cette expression, comme si quelqu'un venait de te faire une offre scandaleuse. Ce n'est pas scandaleux, mais c'est risqué. Qu'est-ce que c'est? April s'assit et lui raconta tout. L'offre, le titre de VP, la réaction probable du conseil, le risque. Donna écouta en silence. Quand April eut fini, elle dit simplement, « Accepte. » Juste comme ça. Chérie, tu as passé toute ta vie à attendre une fissure dans la porte. Maintenant, elle est ouverte. Franchis-la à 2 pieds avant qu'il ne la referme. Et s'ils me démolissent? Alors, tu reconstruis. Mais au moins, tu ne te reprocheras pas de t'être caché. April prit une profonde inspiration. Et à ce moment-là, elle décida. 2 jours plus tard, elle se présenta au bureau d'Adam avec une enveloppe à la main. Il la vit entrer et se leva. Déjà? Vous m'avez donné jusqu'à la fin de la semaine, mais je suis impatiente. Elle lui tendit l'enveloppe. C'est ma réponse. Il l'ouvrit. À l'intérieur, une seule feuille de papier avec une phrase manuscrite. J'accepte, mais pour être clair, je suis toujours une livreuse d'essence. Adam sourit. C'est censé être poétique? C'est un avertissement. Je n'ai pas changé. J'ai juste grandi. Il lui tendit la main. Elle la serra. La nouvelle de la nouvelle vice-présidente provoqua des ondes de choc chez Whitmore Enterprises. Les sites web d'affaires qualifièrent cette initiative de la plus audacieuse de la décennie en matière de ressources humaines. Les chroniques mondaines spéculèrent sur une romance secrète. Les analystes financiers remirent en question la santé mentale d'Adam, mais aucun d'entre eux ne savait ce qui se passait réellement à l'intérieur. April prit ses fonctions avec aisance. Les réunions se déroulèrent plus naturellement. Les projets sociaux devinrent centraux.
Les jeunes talents trouvèrent leur voie. Et la culture de l'entreprise commença à changer lentement mais clairement. Certains l'appelèrent une anomalie, d'autres un miracle. Adam savait quels étaient les deux, et plus encore. Un soir, après un événement caritatif, ils se retrouvèrent tous les deux seuls sur le balcon. Ils étaient vêtus de tenues de soirée, mais il y avait quelque chose de désarmé chez eux deux. « Froid ?» demanda-t-il. « Non, j'ai trop de choses en tête pour sentir le temps qu'il fait dehors. Je pense à courir. Je pense que j'ai peut-être sauté dans une mer où je ne sais même pas nager. » Adam la regarda. « Si vous commencez à couler, je sauterai après vous. Et si je vous entraîne avec moi? Alors, nous coulons ensemble. Mais au moins, nous aurons essayé. » April sourit. Ça sonne dangereusement romantique. Je ne ferai pas ça. Pas encore. Pas tant que vous êtes encore en train de construire des ailes. Et si je suis déjà en train de voler? Alors, apprenez-moi. Ils se regardèrent longuement, mais il n'y eut pas de baiser. Pas encore. C'était trop tôt pour ça, mais trop tard pour revenir en arrière. Et ainsi, avec une signature et un saut dans l'inconnu, April Johnson, ancienne livreuse, fille d'une infirmière à la retraite, amoureuse des langues autodidactes, devint l'une des leaders les plus inattendues du monde des affaires de New York. Mais la plus grande révolution était encore à venir, et elle viendrait d'où personne ne s'y attendait. La nomination d'April Johnson au poste de vice-présidente de l'innovation sociale chez Whitmore Enterprises sembla d'abord une décision audacieuse et inspirante. Mais en une semaine, elle devint le combustible d'un incendie en coulisses. Les réunions furent interrompues par des regards en coin. Les cadres chuchotaient dans les couloirs comme s'ils échangeaient des secrets. Les rapports commencèrent à arriver en retard. Les invitations aux réunions stratégiques manquaient par hasard la nouvelle VP. April remarqua tout. Elle avait déjà vécu le silence empoisonné de l'exclusion sociale dans les salles de classe, les restaurants et les files d'attente des hôpitaux avec sa mère. Ce regard qui dit que vous n'appartenez pas était trop familier. Sauf que maintenant, il portait une cravate Hermès. « Vous sentez la tension ?» murmura Logan alors qu'elle traversait l'étage des cadres. « Oui, ça sent comme si quelqu'un avait laissé pourrir un oignon politique sur le tapis. Ils sont nerveux, April. Personne ne pensait que vous dureriez plus de 2 lattes et un post LinkedIn. Maintenant que vous changez vraiment les choses, les jeux ont commencé. J'ai déjà joué à ce jeu. Là où j'ai grandi, on appelait ça l'humiliation silencieuse. » Logan hésita, puis se pencha plus près. « Si vous avez besoin d'un informateur, je suis partant. J'aime un peu le danger, et il ne me paie pas assez pour que je fasse semblant d'être neutre. » April rit. « C'est notre première alliance de résistance en entreprise? Si c'est le cas, je veux un nom de code, quelque chose comme Opération Yakisoba. » Elle essaya de rester sérieuse mais finit par rire pour de bon. Le lendemain matin, une réunion avec les investisseurs externes de Whitmore avait été programmée. Adam ne pouvait pas y assister. Il était parti pour un forum international, laissant April diriger la présentation. Elle arriva en avance, bien préparée avec des graphiques, des données et un argumentaire soigneusement rédigé. La salle était remplie d'hommes en costume et de 2 femmes, l'une visiblement ennuyée, l'autre regardant April comme si elle était une stagiaire confuse. Pendant la présentation, elle fut interrompue 3 fois. La première, ils remirent en question son expérience formelle en gestion. La deuxième, ils sous-entendirent que les résultats sociaux n'étaient peut-être qu'une tendance inefficace. La troisième, ils rirent quand elle mentionna un projet développé en partenariat avec une organisation à but non lucratif dans un quartier défavorisé. April prit une profonde inspiration. Elle ne perdit pas son sang-froid. « Je comprends que ma présence ici mette certaines personnes mal à l'aise, dit-elle fermement. Je ne viens pas de Harvard. Je n'ai pas de MBA de Suisse. Mais je connais le terrain sur lequel vous n'avez jamais marché. Et c'est là que cette entreprise rencontre la vision. » Silence. Et plus que cela, l'innovation ne consiste pas à préserver le statu quo. Il s'agit de briser les schémas qui ne profitent qu'à ceux qui sont déjà assis à la table. Et j'ai construit ma propre chaise. La femme qui avait eu l'air ennuyée leva enfin les yeux et sourit. Un sourire subtil, mais réel.
Après la réunion, April sortit d'un pas rassuré. Elle ressentait encore le poids de leur jugement, mais portait quelque chose de plus fort. La conviction. Quelques heures plus tard, Logan apparut dans son bureau avec un morceau de papier plié. Information fraîche. Je viens de l'entendre dans la salle de pause. L'un des directeurs, M. Martel, essaie d'organiser une motion pour limiter votre autorité sur les initiatives sociales. Il se coordonne par email, mais utilise des noms de code pour rendre le suivi plus difficile. Nom de code. Exactement. Vous êtes la variation. Adam est l'erreur. Comme c'est créatif. Vous voulez que je pirate? Non. Laissez-les gaspiller leur énergie à comploter. Pendant ce temps, nous obtenons des résultats. Mais April savait que ce n'était que le début. Le lendemain, quelque chose d'inattendu se produisit. Alors qu'elle quittait l'entreprise, elle fut abordée par une femme petite, aux cheveux blancs soigneusement coupés et vêtue d'une robe vert foncé. April Johnson. Oui. Je suis Sylvia Norrington, directrice de la Fondation Urban Life. J'ai lu un article sur vous dans le journal de la ville. Nous devons parler. April ne savait pas si elle devait se défendre ou la remercier. Sylvia sourit. Détendez-vous. Je ne suis pas ici pour vous saboter. Je suis ici pour vous offrir un partenariat. 2 heures plus tard, elles étaient assises dans un simple café à Harlem. Sylvia était directe, intelligente et n'avait aucune patience pour les fioritures. Nous travaillons avec des familles déplacées, des femmes immigrantes et des jeunes LGBTQ+, qui ont été expulsés de chez eux. Nous construisons des réseaux de soutien, mais il nous manque de la structure, des connexions et une plateforme. Et que voulez-vous de moi? Je veux que vous utilisiez votre nouveau poste pour ouvrir des portes. Nous avons l'impact. Vous avez l'accès. April réfléchit un instant. Je suis partante, mais à une condition. Laquelle? Pas de charité décorative. Si Whitmore utilise notre image, le changement doit être réel. Sylvia tendit la main. Nous avons un accord. Quand April est retournée au bureau, elle était excitée. Mais elle a été accueillie par un email intitulé « Examen des compétences, restructuration du secteur ». À l'intérieur, un message froid basé sur les récents retours de performance et les préoccupations concernant la centralisation de la prise de décision. Nous demandons que la vice-présidence de l'innovation sociale rende désormais directement compte au conseil d'administration. Traduction, ils essayaient de déchoir April de son autorité. En pratique, c'était une prise de pouvoir. Elle ferma l'ordinateur portable, regarda par la fenêtre et envoya un court message à Adam. Il joue salement. Nous devons parler à votre retour. Quelques minutes plus tard, il répondit par un message vocal. Tenez bon. Je suis déjà à l'aéroport. Nous allons arranger ça. Mais April n'attendit pas. Le lendemain matin, elle convoqua une réunion d'urgence avec les chefs de projet, les directeurs partenaires et 3 représentants des ING qui avaient reçu un financement de l'entreprise ces derniers mois. La salle était bondée. Je sais que je n'ai pas le profil de leadership traditionnel ici, mais je ne suis pas ici pour plaire aux investisseurs. Je suis ici pour apporter le changement. S'ils essaient de couper ce pont, la ville perd. Elle montra des données, des vidéos, des témoignages, des indicateurs d'impact social. À la fin, ils lui firent une ovation. C'est à ce moment-là que Martel entra. Silence. Il avait l'air mal à l'aise. Puis-je parler, demanda-t-il, essayant d'avoir l'air calme. Allez-y, répondit April. Tout cela est bien, mais le monde réel exige un équilibre. Notre entreprise doit penser au profit. Le profit sans conscience n'est que du vol en costume, rétorqua-t-elle. Quelques personnes rirent. Martel déglutit difficilement et partit. Quelques heures plus tard, Adam entra dans le bureau d'April. J'ai vu la vidéo de la réunion. Elle circulait déjà avant mon atterrissage. Vous avez fait taire Martel avec une phrase et une infographie. Et pourtant, il est toujours là. Pas pour longtemps. Je viens de rentrer du conseil et je vous ai apporté un cadeau. Il lui tendit une enveloppe. Elle l'ouvrit.
C'était une lettre officielle du Conseil annulant la limitation de son rôle et confirmant sa pleine autorité en tant que vice-présidente. April sourit. Nous avons gagné la première bataille. Et maintenant nous construisons sans demander la permission. Cette nuit-là, Adam la raccompagna au métro. Pas de voiture blindée, juste 2 personnes fatiguées et heureuses dans une ville qui les écrasait de différentes manières et les avait maintenant réunies sur le même quai. Avez-vous remarqué, dit-il, quoi? Nous devenons un exemple. Il y a des gens qui commencent à croire parce que vous êtes au sommet. C'est dangereux. C'est nécessaire. Elle le regarda de côté. Êtes-vous toujours en transit? Sur ce que je ressens à propos de tout ça. Adam prit une profonde inspiration. Je crois que je suis déjà à destination. Je ne sais juste pas si vous m'attendrez à la sortie. Elle sourit. Quiconque a marché dans le noir connaît la valeur de la lumière. Une pluie fine tombait sur Brooklyn ce samedi matin alors qu'April sortait du métro. C'était censé être son jour de congé, du moins en théorie. Mais quelqu'un comme elle ne pouvait pas rester à la maison quand il y avait des gens qui avaient besoin d'aide. Avec ses écouteurs et un dossier de documents dans son sac à dos, elle marcha vers un petit bâtiment à la peinture écaillée et aux fenêtres embuées. C'est là que vivait Madame Graciela, une immigrante équatorienne de 68 ans qui vendait des empanadas dans le parc et qui, depuis 2 semaines, faisait face à une expulsion à cause d'un bail qu'elle comprenait à peine parce qu'il était écrit en anglais juridique, rempli de clauses cachées. C'est comme si j'avais signé sans même savoir, avait dit la femme la dernière fois qu'elle s'était rencontrée. April examina l'affaire seule. Elle découvrit que le nouveau propriétaire du bâtiment était un fonds d'investissement immobilier qui achetait de vieilles propriétés et expulsait les locataires vulnérables en exploitant les failles de leurs baux. Graciela avait jusqu'à aujourd'hui, 14 heures, pour comparaître devant un juge au tribunal des petites créances. Il était 13h27. April entra dans le palais de justice le cœur battant et les chaussures mouillées. La salle d'audience était pleine. Graciela, recroquevillée dans un coin, tenait un dossier en plastique avec des papiers froissés et un crucifix dans les mains. « Je suis là », murmura April en s'asseyant à côté d'elle. « Ils ont un avocat. Pas moi. Je vais perdre. Pas avec nous ici. Nous. » April regarda autour d'elle. Elle était la seule à être venue. Mais cela n'avait pas d'importance. J'ai apporté un dictionnaire, quelques lois, et un peu de courage. Ça devra suffire. À 13h58, l'affaire fut appelée. L'avocat du groupe immobilier était jeune, bien habillé, et portait un épais dossier de documents. Votre honneur, il s'agit d'une simple question contractuelle. Le locataire, en signant l'accord, a renoncé à la clause de renouvellement automatique. Nous ne faisons qu'appliquer ce qui a été convenu. April se leva. Votre honneur, avec votre permission, j'aimerais parler au nom de Madame Graciela. Le juge, un homme aux cheveux gris et au regard expérimenté, haussa un sourcil. Êtes-vous avocate? Non, je suis vice-présidente chez Whitmore Enterprises et spécialiste des contrats multilingues. J'ai personnellement examiné ce document et il y a de sérieux problèmes. L'avocat adverse gloussa doucement. Ce n'est ni une conférence de presse, ni un cirque, répondit April. Mais le bail en question contient un langage vague et n'a été fourni qu'en anglais, bien que la locataire parle principalement espagnol. La clause clé est imprimée en petits caractères avec des termes techniques qui n'ont jamais été expliqués. Cela va à l'encontre du principe fondamental de bonne foi dans les contrats. Le juge haussa un sourcil. Avez-vous des preuves? April sortit un dossier de son sac à dos. Des pages agrafées surlignées en jaune, ainsi qu'une copie du bail pleine de notes. Voici. Je l'ai comparé au modèle de bail standard de la ville et aux décisions antérieures dans des cas similaires. Ce document est rédigé de manière à semer la confusion, et non à clarifier. La pièce se tut. Même l'avocat adverse semblait déconcerté. De plus, continua April, nous avons des témoignages de voisins et une transcription de la conversation où l'agent a dit « Il suffit de signer ». Cela ne change rien. Graciela n'a eu aucune aide. Aucune traduction. Ce n'est pas une signature. C'est un piège. Le juge examina les documents.
Il passa 5 minutes à les feuilleter attentivement. Puis il laissa échapper un long soupir. Je suis d'accord qu'il y a des incohérences dans le contrat et des signes de mauvaise foi dans la manière dont il a été traité. L'expulsion est suspendue. La locataire restera dans l'appartement jusqu'à ce qu'une nouvelle audience ait lieu, cette fois avec un soutien juridique. Graciela se couvrit la bouche, submergée. L'avocate ferma son dossier, visiblement contrariée. April serra la vieille femme dans ses bras. Vous n'irez nulle part aujourd'hui. Graciela pleura. Gracia. Gracia, mit Angèle. April sourit. J'ai juste traduit ce qui hurlait déjà en silence. En quittant le palais de justice, April ne s'attendait pas à voir des flashs d'appareils photo, mais ils étaient là. Un journaliste avait été mis au courant, peut-être même par quelqu'un du groupe immobilier essayant de démasquer la vice-présidente activiste de Whitmore. Mais l'effet fut l'inverse. L'image d'April tenant les documents et serrant la vieille femme dans ses bras est devenue virale en quelques heures. La VP de Whitmore conteste une expulsion et gagne au tribunal avec des faits et de l'empathie. C'était le titre le plus partagé de la journée. Les commentaires se sont multipliés sur les réseaux sociaux. Cette femme est ce que chaque PDG devrait être. Elle n'est pas montée au sommet. Elle a amené le sommet aux gens. Si le courage était un titre de poste, elle serait déjà présidente. Adam, qui était en réunion à ce moment-là, reçut une alerte sur son téléphone. Quand il l'ouvrit, il vit la photo. Il resta silencieux quelques secondes, puis sourit. Plus tard le même jour, April fut convoquée à une réunion privée au siège de l'entreprise. En arrivant, elle trouva Adam dans la salle de conférence avec 3 membres du conseil d'administration et l'équipe de communication. « Tout va bien ?» demanda-t-il, tenant toujours son téléphone. « Je vais bien. Fatigué, mais bien. » Ça a fait le buzz, dit l'un des directeurs de la communication. « Nous avons des médias internationaux qui demandent à vous interviewer. J'ai juste aidé une femme qui ne comprenait pas son bail. Et en faisant cela, vous avez fait la une, ajouta Adam. » April soupira, « Vous savez ce qui est le plus fou ? Ce n'est pas de me voir dans les journaux. C'est que pour la première fois, je n'ai pas eu peur de parler ou d'être entendu. » Un silence respectueux tomba dans la pièce. Adam se leva et la regarda dans les yeux. « Vous avez fait ce que personne d'autre ici n'a eu le courage de faire, et vous l'avez fait sans avoir besoin de permission. La réalité n'attend pas un badge pour faire mal, répondit-elle. À compter d'aujourd'hui, déclara Adam. Chaque division de Whitmore traitant des contrats immobiliers ou sociaux subira une révision linguistique et vous serez la superviseure générale. C'est beaucoup. April ouvrit grand les yeux. Ce n'est que le début. En rentrant chez elle, April reçut un appel inattendu. Allô ? C'est April Johnson ? C'est la juge Martha Ellis du tribunal civil. Je voulais juste vous féliciter, non pas pour avoir gagné, mais pour la façon dont vous avez géré l'affaire. Vous nous avez tous rappelé pourquoi la justice existe. April tint le téléphone un instant, les yeux embués. Merci, votre honneur. Continuez comme ça. Faites du bruit intelligemment. À la maison, Donna regardait la télévision quand April entra. Je l'ai vu, dit sa mère sans détourner le regard. Il vous appelle l'avocate sans diplôme. Je préfère interprète de justice, Donna rit, et avec beaucoup plus de style. Plus tard dans la nuit, Adam envoya un message. Pensez-vous toujours que vous n'avez pas votre place ici ? April répondit, je ne suis pas sûre d'avoir ma place, mais je sais que je suis nécessaire. Il répondit par un mot. Exactement. Elle sourit. Et dans ce sourire, il y avait une nouvelle certitude. Elle n'avait pas besoin d'un titre pour avoir du pouvoir. Elle était déjà puissante parce qu'elle savait exactement comment l'utiliser. La semaine suivante fut un tourbillon. Après l'audience avec Madame Fakraella et la réaction du public, April Johnson devint le visage d'un changement que personne n'attendait, et surtout pas elle. Elle était partout, interviews, emails de remerciements, invitations à des événements dont elle aurait été exclue auparavant à cause de son adresse. L'Université Columbia la recontacta même, lui offrant une réintégration institutionnelle avec des honneurs rétroactifs. Mais en elle,
quelque chose devenait lourd. L'exposition, les attentes, la solitude de la prise de décision, la peur de se perdre dans tout cela. Elle avait l'impression qu'au lieu de grandir dans son rôle, elle rapetissait sous le poids de la représentation de milliers de voix invisibles sans jamais faire d'erreur, sans jamais échouer, sans être autorisée à simplement être humaine. Le mardi matin, elle se regarda dans le miroir des toilettes de l'entreprise et vit un visage fatigué, des yeux cernés, des cheveux hâtivement attachés, une expression qui ne correspondait plus à la fille qui faisait du vélo dans les rues. Avec un sac à dos et du courage dans le cœur, elle retourna à son bureau, s'assit sur sa chaise pivotante et regarda la ville. New York s'agitait, indifférente. Donna allait plus mal. Les visites à l'hôpital devenaient plus fréquentes. April avait à peine le temps de respirer, sans parler de prendre soin de la femme qui lui avait tout donné. Elle prit un morceau de papier et commença à écrire à la main. « Chers membres du Conseil, je vous remercie profondément pour l'opportunité que vous m'avez donnée. Mais en ce moment, je dois me souvenir de qui je suis et rentrer chez moi. » Elle signa, la plia et la mit dans sa poche. C'était tout. Il était temps de partir. Cette nuit-là, elle rentra chez elle lentement. En entrant, elle trouva Donna endormie sur le canapé, la bouteille d'oxygène à ses côtés et une couverture sur ses épaules. Elle s'assit doucement, ne voulant pas la réveiller, et resta là, à regarder, à écouter, à ressentir. Son téléphone vibra. Un message d'Adam. « Puis-je vous voir ?» Elle hésita, puis répondit, « Demain après-midi, le banc du parc en face du bâtiment. » Pas de costume. Le lendemain, le temps était couvert. April arriva la première. Elle s'assit sur le banc, les bras croisés, fixant les bâtiments devant elle comme s'ils étaient des sommets inaccessibles. Adam arriva exactement à l'heure, vêtu d'un jean foncé, d'une chemise simple et de baskets qui n'étaient clairement pas son style habituel. « J'aime le déguisement. » dit-elle sans quitter la rue des yeux. « J'essaie d'avoir l'air humain, vous vous souvenez ?» Silence. Elle sortit l'enveloppe de sa poche et la lui tendit. « Qu'est-ce que c'est ?» ?»« Ma lettre de démission. » Adam la lut lentement. Quand il eut fini, il la plia soigneusement et la glissa dans la poche intérieure de sa chemise. « Pourquoi maintenant ? » ?»« Parce que je suis fatiguée d'être un symbole. Parfois, je veux juste être moi. Vous n'avez pas besoin de partir pour ça. » « Si, je dois. J'ai escaladé cette montagne à moto, mais maintenant j'ai l'impression qu'on me demande de piloter un avion sans instruction. Ils ne vous ont pas donné d'instruction parce que personne n'est jamais allé là où vous êtes allé, April. Mais je ne veux pas être pionnière pour toujours. Je veux juste respirer. » Adam prit une profonde inspiration. « Et si je vous demandais de rester ? Je serais comme tout le monde à essayer de me convaincre que je suis plus utile vivante que libre. » « Non, dit-il, je ne veux pas que vous restiez pour l'entreprise ou pour la cause ou pour moi. Je veux que vous restiez si vous voulez construire quelque chose avec moi. » Pour la première fois ce jour-là, elle le regarda dans les yeux. « Que voulez-vous dire par là ?» Il s'assit à côté d'elle. « J'ai essayé de me retenir. Vous aviez tellement de choses à faire, et je pensais que ce serait égoïste de m'approcher. Mais je suis tombé amoureux de vous. » April déglutit difficilement. « Ce n'est pas juste. Je sais, mais c'est la vérité. Vous êtes mon patron. Je l'étais. Maintenant, je ne suis qu'un gars sur un banc de parc qui parle à la femme la plus incroyable qu'il ait jamais rencontrée. » Elle rit, mais il y avait des larmes dans ses yeux. « Et si je vous disais que je ressens quelque chose aussi, que mon cœur s'emballe chaque fois que vous entrez dans une pièce ? Alors, nous courons ensemble. Et si je me perds au milieu de tout ça ? Je vous aiderai à retrouver votre chemin, et si je me perds, vous me montrerez comment revenir. » Elle resta silencieuse longtemps. Puis elle lui reprit l'enveloppe des mains. « Je ne vais pas la déchirer, mais peut-être que je la garderai pour l'instant. C'est suffisant. » Il lui tint la main. « Vous n'avez pas à tout décider tout de suite. Respirez juste. » Et elle le fit, pour la première fois depuis des jours. Profondément, lentement. « Heureusement que vous n'êtes pas venu en costume. J'aurais pu vous donner un coup de poing. Heureusement que je suis en jean et ces baskets. Horrible.
Et pourtant, vous m'aimez. Elle secoua la tête. Idiot. Vice-président. Idiot. Exactement. Ils rirent ensemble. Et à ce moment-là, pas de baiser, pas de musique de fond, pas de grandes promesses. Ils savaient que quelque chose de nouveau avait commencé. Le lendemain, April retourna à l'entreprise. Elle n'annonça pas sa décision. Elle entra simplement dans le bureau comme si elle n'était jamais partie. Et tout le monde respecta cela. Les regards changèrent. Les sourires étaient plus chaleureux. Même Martel, son critique le plus acharné, la traitait maintenant avec une politesse forcée qui était presque drôle. Cet après-midi-là, alors qu'elle tapait un rapport, Logan entra avec 2 tasses de café. « Alors, vous restez pour l'instant ?» Et Adam, pour l'instant aussi. « Alors, ça veut dire que… » Ça veut dire que pour l'instant pourrait devenir pour toujours, mais seulement si c'est léger. Seulement si c'est réel. Logan sourit. « Je savais que vous étiez intelligente. Je ne savais pas que vous étiez poète aussi. Ne le répétez pas. Ça pourrait ruiner ma réputation de magicienne des contrats. » Cette nuit-là, elle rentra chez elle et trouva Donna réveillée. « Tu es de retour. »« Je suis de retour. »« Et des nouvelles ?» April prit la lettre, maintenant pliée plusieurs fois, et la plaça au fond d'un tiroir. « Juste une chose est sûre. » « Qu'est-ce que c'est ? » « Que ma place est exactement là où ma voix rend encore les gens mal à l'aise. » Donna sourit. « Alors, rends-les mal à l'aise avec amour. » Sur l'ordinateur de son bureau, April créa un nouveau dossier, Révolution interne. À l'intérieur, elle commença un nouveau document intitulé « Comment changer le monde sans se perdre ». Première ligne, commencer avec un sac à dos, un rêve et une langue bien pendue. Puis, trouver quelqu'un qui croit et n'arrêter jamais. C'était un doux vendredi à New York. Pas le genre de chaleur qui fait fondre l'asphalte, mais le genre qui accompagne la fin du printemps. Une chaleur qui sent l'espoir. Les arbres devant la fondation, les mots qui sauvent, étaient en fleurs, et tout le quartier semblait vibrer d'une douce anticipation. April était nerveuse, plus qu'elle ne l'avait jamais été lors d'une réunion du conseil ou à la télévision. L'ONG organisait la cérémonie de clôture du programme Whitmore Voices, celui qu'elle avait aidé à créer, à façonner et à développer. Maintenant, 6 mois plus tard, c'était la première remise des diplômes. Dans le public, des mères au foulard coloré, des pères brandissant des téléphones portables pour filmer, des jeunes en vêtements simples, mais aux yeux brillants. Il y avait des traducteurs bénévoles, des affiches dans de nombreuses langues et une fresque murale avec les drapeaux des pays représentés, Haïti, Syrie, Mexique, Ukraine, Nigeria, Bangladesh, Colombie. Et au milieu de tout cela, April, elle portait une robe bleu foncé aux manches amples et ses cheveux en tresse latérale, sans talons, sans maquillage lourd. Elle voulait se montrer telle qu'elle était, authentique, visible. Elle était là en tant que mentor et en tant que preuve vivante qu'il était possible de briser la barrière du non-lieu. À côté d'elle se trouvait Sylvia Norrington, la directrice de l'ONG, et 3 membres du conseil d'administration de Whitmore. Mais Adam n'était pas là. Il avait voyagé cette semaine-là pour une conférence à Zurich. Il avait envoyé un message de soutien, mais April ressentait son absence comme un espace laissé ouvert dans sa poitrine. Elle essaya de ne pas s'y attarder. « Prête ?» Sylvia demanda. April prit une profonde inspiration. « Je l'ai toujours été. Il fallait juste que les gens le croient. » Elle monta sur scène, tenant le microphone à 2 mains. L'auditorium improvisé se tut. Il y a 6 mois, ce projet était considéré comme un risque. Les gens disaient que c'était trop de philanthropie, que les jeunes des quartiers défavorisés ne voulaient pas apprendre les langues, ou que les réfugiés n'avaient pas le temps d'étudier. Elle regarda les diplômés. Aujourd'hui, vous leur prouvez le contraire. Vous n'avez pas seulement appris, vous enseignez. Un étudiant de 17 ans cria, « Vous nous avez fait croire. » Elle sourit. « Et vous m'avez donné une raison de rester. » Juste à ce moment, la porte arrière s'ouvrit doucement sans attirer l'attention. Adam entra. Il portait un blazer sombre et une chemise blanche, sans cravate, le regard intense, la posture détendue. Il tenait une enveloppe à la main.
Il s'arrêta près du mur au fond de la pièce et se contenta de regarder. April continua, « Mon histoire n'est peut-être pas typique. J'étais livreuse. J'étais invisible. J'étais sous-estimée. Mais aujourd'hui, être ici avec vous tous prouve que même le sommet peut apprendre à parler avec un accent différent. » Des applaudissements éclatèrent. Les gens pleuraient. Une femme se leva et dit, « April, vous êtes la voix que nous n'avons jamais eue. » Elle ferma les yeux une seconde, prit une inspiration et dit, « Et maintenant, je voudrais présenter l'une des personnes qui a rendu tout cela possible. » Un homme qui, malgré son arrogance apparente et sa terrible difficulté à montrer ses émotions, a eu le courage de prendre un risque et de changer. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Adam Whitmore. Toute la salle se tourna vers l'arrière. Adam descendit lentement l'allée centrale. Il hocha la tête à quelques personnes. Il monta sur la scène sans regarder directement April, pas avant la toute dernière seconde. Quand leurs yeux se rencontrèrent, le temps sembla s'arrêter. Il tenait fermement l'enveloppe. « Bon après-midi », commença-t-il, sa voix calme et posée. « Je ne suis pas venu ici aujourd'hui en tant que PDG. Je suis venu en tant que personne qui a appris de cette femme à mes côtés et de vous tous. Dans le monde de l'entreprise, nous sommes formés à regarder les chiffres, à prévoir les tendances, à atteindre les objectifs, mais rien de tout cela ne m'a préparé à rencontrer une âme comme celle d'April Johnson. » April déglutit difficilement, les yeux embués. Adam continua, « Elle m'a appris que l'intelligence ne vient pas avec un code postal, que le talent ne porte pas de costume, et que l'empathie pourrait bien être la politique la plus révolutionnaire de toutes. » Il ouvrit l'enveloppe, et « C'est pourquoi aujourd'hui, j'annonce officiellement la création de l'Institut April Johnson pour la linguistique sociale. Oui, il fera partie de Whitmore Enterprises, mais il aura une indépendance totale, et April en sera la fondatrice, la présidente et la chef de projet. » La salle éclata en applaudissements, en acclamations et en sifflements. April se couvrit la bouche de la main. Les larmes coulaient librement. Adam se tourna vers elle. « Et si vous acceptez, je veux que vous soyez non seulement le cœur de ce projet, mais sa lumière directrice, l'exemple que vous êtes déjà pour tant de gens. » Elle ne put parler pendant quelques secondes, puis elle prit le microphone. « J'accepte. » Le rugissement de la foule résonna contre les murs. April et Adam s'embrassèrent. Une longue étreinte silencieuse pleine de sens. Elle lui murmura à l'oreille, « C'était un retour digne d'un film, et l'actrice principale mérite une fin heureuse. » Nous n'avons pas encore fini. Alors écrivons le reste ensemble. Après l'événement, dans la cour de l'ONG avec des enfants qui couraient partout, des photos prises et des familles qui célébraient, Adam et April s'assirent à l'écart. « Vous savez ce qui est le plus fou, dit-elle. Je pensais que ma plus grande peur était l'échec, mais je crois que c'était d'être vue. Et maintenant je me vois aussi. » Il lui tint la main. « Il y a quelque chose que je n'ai pas encore fait. » « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Ça. » Et puis il l'embrassa. Un baiser doux, calme, honnête. Pas de public, pas de caméra, pas de scénario, juste un baiser entre deux personnes venues de mondes différents mais qui ont fini au même endroit. Dans les jours qui suivirent, l'histoire de l'Institut April Johnson devint virale. Émission de télévision, invitation à prendre la parole, intérêt international, dont record. Mais April resta la même. Elle prenait toujours le métro. Elle rendait toujours visite à Madame Graciela. Elle apportait toujours la soupe de sa mère le mercredi. Seulement maintenant, elle avait une fondation et un partenaire. Adam, à son tour, quitta son poste de PDG quelques mois plus tard, comme il l'avait déjà prévu. Il était prêt pour un nouveau chapitre, un chapitre avec plus d'humanité et plus de liens. Lors de sa dernière réunion d'entreprise, il prononça un simple discours. On dit que l'amour rend les leaders faibles. Mais si c'est vrai, alors j'espère que nous serons tous faibles, car ce n'est qu'avec l'amour que nous pouvons construire quelque chose qui compte vraiment. Un soir à la maison, Donna regarda une photo de sa fille sur le mur de l'ONG et sourit. « Tu es devenu tout ce que je n'ai jamais rêvé de dire, mais que j'ai toujours su que tu étais. » April l'embrassa sur le front. « Je suis toujours ta fille. J'ai juste plus de paperasse à signer maintenant. » Donna rit, et tu as embrassé un PDG. Oh,
Maman. Je l'ai vue à la télé. Elles éclatèrent toutes les deux de rire. Sur le mur du nouvel institut, une phrase gravée dans du métal doré, les langues construisent des ponts, mais l'amour est ce qui les traverse. Signé, April Johnson. La journée commença grise à New York. Pas le genre de ciel qu'on espérerait pour un jour de mariage, mais April Johnson était heureuse. Heureuse d'une manière qui n'avait rien à voir avec la couleur du ciel ou la luminosité du soleil ou les prévisions météorologiques. C'était un bonheur paisible, enraciné comme des racines, le genre qui vient du fait de savoir enfin que tout a un sens. Elle était dans une pièce de la fondation, les mots qui sauvent, où le mariage allait avoir lieu. Elle avait décidé qu'elle voulait quelque chose de simple. Pas d'hôtel chic, pas de lustre doré, pas de tapis rouge. Elle voulait se marier là où l'amour s'était d'abord transformé en but. Elle portait une robe blanche à manches courtes, un décolleté en V et de la dentelle brodée à la main par des mères immigrées qui avaient fait partie du projet. À ses pieds, des baskets blanches. Dans ses cheveux, des fleurs sauvages. Il n'y avait pas de maquillage épais, pas de bijoux coûteux, mais ses yeux n'avaient jamais brillé autant. Donna, sa mère, était assise dans un fauteuil voisin. Elle portait du bleu clair avec un foulard modeste et un grand sourire sur son visage. « Tu es prête, chérie ?» April la regarda dans le miroir. Depuis le jour où il m'a jeté ce contrat en mandarin sur les genoux. Romantique pour nous, c'était ça. De l'autre côté de la ville, Adam ajustait son col devant le miroir. Il portait un costume bleu foncé, une cravate bordeaux, des chaussures cirées et une fleur à la boutonnière cueillie par April. Il était nerveux. Logan, maintenant promu directeur de l'Institut April Johnson, entra avec 2 tasses de café. « Vous avez 3 minutes pour vous enfuir si c'est ce à quoi vous pensez. »« Je ne le suis pas, alors, vous êtes prêt ?» Pour la première fois. « Oui. » Logan s'approcha. « Je n'aurais jamais cru vous voir comme ça. Humain, détendu, souriant sans raison. » April fait ça. Elle ne change pas seulement les contrats. Elle change les gens. Et vous êtes devenu une personne. Adam rit. Je crois que oui. Je respire même mieux. La cérémonie commença à 11h du matin. Dans le jardin de la fondation, il y avait des chaises en bois avec de simples coussins, des serviettes colorées, des arrangements floraux choisis par les enfants, et de la musique en direct, violon et accordéon. Parmi les invités se trouvaient de jeunes diplômés, des mères de projets sociaux, des activistes, du personnel de Whitmore, des travailleurs d'organisations à but non lucratif et des personnes qui avaient croisé le chemin d'April et Adam en cours de route. Quand April descendit l'allée improvisée, tout le monde se leva, mais c'est Adam qui faillit perdre son souffle. April marchait seule avec assurance parce que personne n'avait besoin de la donner. Elle était déjà complète. Quand elle atteignit l'hôtel, tous deux se fixèrent longuement dans les yeux, comme quelqu'un qui termine un livre et réalise qu'il veut le relire entièrement. L'officiant, un homme aimable avec un accent colombien, commença. « Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement un mariage. Nous célébrons un choix de 2 personnes venues de mondes différents, mais qui ont choisi d'avancer dans le même. » April tint les mains d'Adam. « J'ai pensé à écrire des vœux élaborés, dit-elle. Mais l'amour que je ressens pour vous ne tient pas dans de grands mots. Il tient dans les choses simples, comme se réveiller et se souvenir que vous existez. Comme savoir que même si je trébuche, vous rirez d'abord, puis m'aiderez à me relever. » Tout le monde gloussa. Adam parla ensuite. « Je viens du silence, des chiffres, de la perfection. Mais vous, vous avez bousculé mon ordre. Vous avez déchiré ma logique, et vous avez construit de la poésie au milieu de ma structure. Je ne veux pas vous comprendre. Je veux marcher à vos côtés jusqu'à ce que toutes les traductions s'épuisent et qu'il ne reste que l'amour pur. » Donna essuya des larmes. Logan aussi. Même Sylvia fit semblant de se frotter les yeux. « Je vous déclare maintenant partenaire de vie, » dit l'officiant. « Et si vous souhaitez sceller cela par un baiser, c'est à vous de décider. » Ils s'embrassèrent doucement, profondément, vraiment. La réception eut lieu en plein air, avec de la nourriture préparée par des femmes du projet. Il y avait des yakisoba, des empanadas, du falafel, des tacos, du riz jollof. Un véritable unant de saveurs.
La musique allait du fado au jazz, en passant par la salsa, le boléro, et même la K-pop. April dansa pieds nus. Adam la suivit, manquant des pas, trébuchant, heureux. Il ne pouvait s'arrêter de rire. Plus tard dans la journée, ils s'assirent seuls sur les marches de la fondation. Alors, maintenant nous sommes officiellement, commença Adam, fou et marié. Je préfère partenaire de crime. Il lui tint la main. Prêt pour le prochain chapitre? Qu'est-ce que c'est? Un voyage d'1 mois. Pas de travail, juste nous. Vous, moi, et peut-être un dictionnaire. Si vous ne pouvez pas vous empêcher, je suis partante. Mais à une condition. Laquelle? Que nous passions au moins une nuit dans un endroit où personne ne sait qui nous sommes. Où personne ne dit, tiens, c'est la vice-présidente ou c'est le PDG devenu activiste. Alors, que diront-ils? Il y a 2 fous amoureux. Adam sourit. D'accord. Dans les mois qui suivirent, l'Institut April Johnson s'étendit à 3 villes. Plus de 2000 jeunes furent directement impactés. Les universités commencèrent à faire référence au modèle. Les entreprises commencèrent à réviser leurs contrats avec l'aide de linguistes sociaux. Même l'ONU invita April à prendre la parole lors d'une conférence sur la langue et l'inclusion. Mais elle n'avait pas changé. Elle prenait toujours le métro. Elle rendait toujours visite à Madame Graciela. Elle apportait toujours la soupe à sa mère le mercredi. Seulement maintenant, elle avait une fondation et un partenaire. Adam, à son tour, quitta son poste de PDG quelques mois plus tard, comme il l'avait déjà prévu. Il était prêt pour un nouveau chapitre, un chapitre avec plus d'humanité et plus de liens. Lors de sa dernière réunion d'entreprise, il prononça un simple discours. On dit que l'amour rend les leaders faibles. Mais si c'est vrai, alors j'espère que nous serons tous faibles, car ce n'est qu'avec l'amour que nous pouvons construire quelque chose qui compte vraiment. Une nuit à la maison, Donna regarda une photo de sa fille sur le mur de l'ONG et sourit. Tu es devenu tout ce que je n'aurais jamais rêvé de dire, mais que j'ai toujours su que tu étais. April l'embrassa sur le front. Je suis toujours ta fille. J'ai juste plus de paperasse à signer maintenant. Donna rit, et tu as embrassé un PDG. Oh, maman. Je l'ai vu à la télé. Elles éclatèrent toutes les 2 de rire. Sur le mur du nouvel institut, une phrase gravée dans du métal doré, les langues construisent des ponts, mais l'amour est ce qui les traverse. Signé, April Johnson. La journée commença grise à New York. Pas le genre de ciel qu'on espérerait pour un jour de mariage, mais April Johnson était heureuse. Heureuse d'une manière qui n'avait rien à voir avec la couleur du ciel ou la luminosité du soleil ou les prévisions météorologiques. C'était un bonheur paisible, enraciné comme des racines, le genre qui vient du fait de savoir enfin que tout a un sens. Elle était dans une pièce de la fondation, les mots qui sauvent, où le mariage allait avoir lieu. Elle avait décidé qu'elle voulait quelque chose de simple. Pas d'hôtel chic, pas de lustre doré, pas de tapis rouge. Elle voulait se marier là où l'amour s'était d'abord transformé en but. Elle portait une robe blanche à manches courtes, un décolleté en V et de la dentelle brodée à la main par des mères immigrées qui avaient fait partie du projet. À ses pieds, des baskets blanches. Dans ses cheveux, des fleurs sauvages. Il n'y avait pas de maquillage épais, pas de bijoux coûteux, mais ses yeux n'avaient jamais brillé autant. Donna, sa mère, était assise dans un fauteuil voisin. Elle portait du bleu clair avec un foulard modeste et un large sourire sur son visage. « Tu es prête, chérie ?» April la regarda dans le miroir. Depuis le jour où il m'a jeté ce contrat en mandarin sur les genoux. Romantique pour nous, c'était ça. De l'autre côté de la ville, Adam ajustait son col devant le miroir. Il portait un costume bleu foncé, une cravate bordeaux, des chaussures cirées et une fleur à la boutonnière cueillie par April. Il était nerveux. Logan, maintenant promu directeur de l'Institut April Johnson, entra avec 2 tasses de café. Vous avez 3 minutes pour vous enfuir si c'est ce à quoi vous pensez. Je ne le suis pas, alors, vous êtes prêts? Pour la première fois. Oui. Logan s'approcha. Je n'aurais jamais cru vous voir comme ça. Humain, détendu, souriant sans raison. April fait ça. Elle ne change pas seulement les contrats.
Elle change les gens. Et vous êtes devenu une personne. Adam rit. Je crois que oui. Je respire même mieux. La cérémonie commença à 11 heures du matin. Dans le jardin de la fondation, il y avait des chaises en bois avec de simples coussins, des serviettes colorées, des arrangements floraux choisis par les enfants, et de la musique en direct, violon et accordéon. Parmi les invités se trouvaient de jeunes diplômés, des maires de projets sociaux, des activistes, du personnel de Whitmore, des travailleurs d'organisations à but non lucratif et des personnes qui avaient croisé le chemin d'April et Adam en cours de route. Quand April descendit l'allée improvisée, tout le monde se leva, mais c'est Adam qui faillit perdre son souffle. April marchait seule avec assurance parce que personne n'avait besoin de la donner. Elle était déjà complète. Quand elle atteignit l'hôtel, tous deux se fixèrent longuement dans les yeux, comme quelqu'un qui termine un livre et réalise qu'il veut le relire entièrement. L'officiant, un homme aimable avec un accent colombien, commença. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement un mariage. Nous célébrons un choix de deux personnes venues de mondes différents, mais qui ont choisi d'avancer dans le même. April tint les mains d'Adam. J'ai pensé à écrire des vœux élaborés, dit-elle. Mais l'amour que je ressens pour vous ne tient pas dans de grands mots. Il tient dans les choses simples, comme se réveiller et se souvenir que vous existez. Comme savoir que même si je trébuche, vous rirez d'abord, puis m'aiderez à me relever. Tout le monde gloussa. Adam parla ensuite. Je viens du silence, des chiffres, de la perfection. Mais vous avez bousculé mon ordre. Vous avez déchiré ma logique, et vous avez construit de la poésie au milieu de ma structure. Je ne veux pas vous comprendre. Je veux marcher à vos côtés jusqu'à ce que toutes les traductions s'épuisent et qu'il ne reste que l'amour pur. Donna essuya des larmes. Logan aussi. Même Sylvia fit semblant de se frotter les yeux. Je vous déclare maintenant partenaire de vie, dit l'officiant. Et si vous souhaitez sceller cela par un baiser, c'est à vous de décider. Ils s'embrassèrent doucement, profondément, vraiment. La réception eut lieu en plein air, avec de la nourriture préparée par des femmes du projet. Il y avait des yakisoba, des empanadas, du falafel, des tacos, du riz jollof. Un véritable unant de saveurs. La musique allait du fado au jazz, en passant par la salsa, le boléro, et même la K-pop. April dansa pieds nus. Adam la suivit, manquant des pas, trébuchant, heureux. Il ne pouvait s'arrêter de rire. Plus tard dans la journée, ils s'assirent seuls sur les marches de la fondation. Alors maintenant, nous sommes officiellement, commença Adam. Fou et marié. Je préfère partenaire de crime. Il lui tint la main. Prêt pour le prochain chapitre? Qu'est-ce que c'est? Un voyage d'1 mois. Pas de travail, juste nous. Vous, moi, et peut-être un dictionnaire. Si vous ne pouvez pas vous empêcher, je suis partante. Mais à une condition. Laquelle? Que nous passions au moins une nuit dans un endroit où personne ne sait qui nous sommes. Où personne ne dit. Tiens, c'est la vice-présidente ou c'est le PDG devenu activiste. Alors, que diront-ils? Il y a 2 fous amoureux. Adam sourit. D'accord. Dans les mois qui suivirent, l'Institut April Johnson s'étendit à 3 villes. Plus de 2000 jeunes furent directement impactés. Les universités commencèrent à faire référence au modèle. Les entreprises commencèrent à réviser leurs contrats avec l'aide de linguistes sociaux. Même l'ONU invita April à prendre la parole lors d'une conférence sur la langue et l'inclusion. Mais elle n'avait pas changé. Elle prenait toujours le métro. Elle rendait toujours visite à Madame Graciela. Elle apportait toujours la soupe à sa mère le mercredi. Seulement maintenant, elle avait une fondation et un partenaire. Adam, à son tour, quitta son poste de PDG quelques mois plus tard, comme il l'avait déjà prévu. Il était prêt pour un nouveau chapitre, un chapitre avec plus d'humanité et plus de liens. Lors de sa dernière réunion d'entreprise, il prononça un simple discours. On dit que l'amour rend les leaders faibles. Mais si c'est vrai, alors j'espère que nous serons tous faibles, car ce n'est qu'avec l'amour que nous pouvons construire quelque chose qui compte vraiment. Une nuit à la maison, Donna regarda une photo de sa fille sur le mur de l'ONG et sourit.
Tu es devenu tout ce que je n'aurais jamais rêvé de dire, mais que j'ai toujours su que tu étais. April l'embrassa sur le front. Je suis toujours ta fille. J'ai juste plus de paperasse à signer maintenant. Donna rit, et tu as embrassé un PDG. Oh, maman. Je l'ai vu à la télé. Elles éclatèrent toutes les deux de rire. Sur le mur du nouvel institut, une phrase gravée dans du métal doré, les langues construisent des ponts, mais l'amour est ce qui les traverse. Signé, April Johnson.